Le débat de ce Smart Impact avec Anne Tozzolino, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de projet RSE du groupe La Poste et vice-présidente de l'Institut du numérique responsable. Bonjour également à Frédéric Marchand. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du groupe Digital for Better et vous publiez la deuxième édition de ce guide, votre guide 40 mots pour un numérique responsable, dont la préface est signée par... Postface, pardon, il faut être précis, est signée par Anne Tozzolino. À qui s'adresse ce guide ? Le guide s'adresse en fait à toutes les personnes. J'ai voulu vulgariser en fait cette notion de numérique responsable, pour que tout le monde comprenne en fait l'empreinte qu'était le numérique, comment on pouvait faire différemment, faire mieux. Et donc, c'est pas uniquement des gens qui sont dans le numérique, mais vraiment l'ensemble des parties prenantes. Donc, finalement, toute personne utilise le numérique au quotidien et toute personne dans l'entreprise peut être demandeuse d'un service numérique. Pourquoi une deuxième édition ? C'est peut-être un peu absurde ma question, mais il y a tellement d'innovation dans le secteur que il faut, il y avait besoin de rééditer et de renouveler ce guide. Alors, ça bouge vite et tant mieux. Ça bouge vite d'un point de vue réglementaire. Il y a quand même la loi RIN récemment. Il y a les Green Deal qui viennent de passer au niveau européen également. Donc, il y a le réglementaire qui bouge, mais également les entreprises qui commencent à avancer sur le sujet. Il y a eu des choses qui ont évolué également avec la sortie d'un référentiel général d'éco-conception de services numériques, le RGESN. Et puis, il y a cette prise de conscience grâce à notamment l'observatoire qui est mené par l'ADEME et l'ARCEP sur le numérique responsable. Donc, ça bouge beaucoup, ça a beaucoup bougé, tant mieux j'ai envie de dire, donc ça nécessitait en effet une bonne mise à jour. Alors Anne Tozzolino, vous êtes, je le rappelle, vice-présidente de cet Institut du numérique responsable. Si on définit un peu, c'est quoi le numérique responsable ? Alors c'est une notion très globale, je dirais presque systémique du numérique, c'est-à-dire qu'on va aller travailler effectivement dans le numérique responsable, les impacts socio-sociétaux, en sus de ce qu'on faisait dans le Green IT, parce qu'on parlait Green IT en fait avant, c'est-à-dire la notion environnementale. Et on va aller aussi travailler l'idée que le numérique peut aussi aider à la transition écologique. Il y a aussi les phénomènes de l'éthique, et notamment de l'éthique de l'IA, par exemple, ou de la cybersécurité. Voilà. En fait, ça regroupe tout un tas de sujets, dont la plupart, effectivement, sont un peu réglementés, RGPD, par exemple, Data Act, etc. Mais aussi tout un tas des pans qui ne sont pas encore réglementés, et Frédéric l'a dit, qui sont vraiment en voie de développement. Et pour lequel on prépare un petit peu les organisations. Vous parlez de fracture numérique aussi, ça. Oui, d'inclusion. Quand vous dites sociétal, c'est ça, quoi. Exactement. On parle d'inclusion en termes généraux, mais sur le numérique, on va parler plutôt d'accessibilité numérique notamment. C'est-à-dire rendre le numérique accessible à tous. Je voyais en préparant l'émission cette idée d'un numérique pour un monde meilleur. Ça semble un peu utopique. Frédéric Marchand, et en lisant ça et en prononçant cette phrase, je me dis tout le monde ne pousse pas forcément dans cette direction. Non, tout le monde ne pousse pas dans cette direction. Mais je ne vais pas citer certains des pionniers et des géants, mais on peut se poser la question. Pas très éthique, en effet, leur approche, pas très respectueux de la planète, et puis ça exclut pas mal. C'est vrai que... Moi, je ne suis pas pour freiner le numérique. Au contraire, il apporte énormément de choses. Je trouve que quand on fait la balance, c'est plutôt les externalités positives qui sont supérieures aux externalités négatives. Pour autant, il ne s'agit pas d'en faire moins. En tout cas, c'est de le faire mieux, en tout cas. Et il y a vraiment beaucoup à faire. Aujourd'hui, en fait, je fais souvent un parallèle, mais on n'imagine pas un constructeur automobile sortir un véhicule qui fasse abstraction de sa consommation d'essence. C'est exactement ce qu'on fait en numérique. Tous les acteurs numériques font ça. On ne fait absolument aucune éco-conception. On se moque de l'empreinte. Mais ça s'explique par la relative jeunesse du secteur ? Par la jeunesse du secteur, relative, je dis. Sur le sujet, et puis c'est un secteur qui accélère très vite, on forme très vite, trop vite. C'est pas du tout aujourd'hui dans les programmes des différentes écoles, cela absolument pas. Donc il y a un vrai sujet en fait de formation à l'éco-conception, au-delà de la sensibilisation même à cette empreinte, voilà. Et puis il y a aussi l'empreinte sociale, il n'y a pas que l'empreinte environnementale. C'est un vrai sujet, ça aussi. Anne Tozzolino, si on fait un petit focus sur le groupe La Poste, parce que c'est intéressant de prendre des cas concrets. Ça veut dire quoi un numérique vert, et depuis quand la Poste s'y engage d'une certaine façon ? Alors la Poste sur le numérique vert, ça date de 2011. Oui, donc c'est relativement pionnier par rapport à d'autres entreprises. C'est une vieille histoire, effectivement. La Poste, en 2009, elle a décidé effectivement, étant un grand logisticien, un gros propriétaire foncier, finalement, de mesurer l'impact de ses activités
Voilà. Global. Et on s'est rendu compte, alors bien sûr il y avait des priorités, mais on s'est rendu compte que finalement dans cette évaluation-là, le système d'information avait sa part. Donc on a commencé effectivement à travailler, alors à l'époque uniquement sur la partie environnementale, pour commencer à mesurer l'impact de l'informatique, effectivement, et notamment du parc informatique, tous les équipements du groupe La Poste. Je vous donne un chiffre aujourd'hui, ça représente plus de 800 000 équipements aujourd'hui. Donc on fait cette opération encore aujourd'hui tous les 2 ans. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez cette antériorité, c'est de voir l'évolution. Est-ce que vous avez pu gagner, on va dire réduire en termes d'impact? Alors, aujourd'hui, l'empreinte du numérique dans l'empreinte du groupe La Poste, c'est quasiment rien. C'est pas là où se situe l'enjeu, en fait, même si moi, individuellement, en dehors de ma qualité de postière, effectivement, je continue effectivement à m'engager sur ce sujet-là, tant au sein de l'organisation qu'au sein de l'INR, mais c'est quasiment rien. Alors, on essaye d'élargir un petit peu aussi justement nos champs de mesure. On va aller chercher aussi la mesure chez nos fournisseurs. Évidemment, il faut élargir. Voilà. Frédéric Marchand, vous l'avez évoqué, mais sur le fait que finalement tout le monde ne pousse pas dans la même direction et qu'il y a peut-être un manque de formation ou une solution de facilité qui consiste à ne pas se poser la question de la pollution liée au numérique. Mais il y a eu, avec la crise sanitaire, une accélération de la digitalisation, de la numérisation de notre économie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, si je vous entends bien, elle s'est absolument pas fait ou quasiment pas fait en tenant compte de ces enjeux de responsabilité et d'impact. Il y a toujours des policiers dans une crise, vous avez raison, et je pense que ça a mis en évidence des problématiques et un accélérateur des prises de conscience. Ça, c'est chouette. Pour le reste, en fait, je pense qu'on est à un stade où il y a une prise de conscience, mais on n'est pas en stade dans l'action, en fait. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble des organisations, justement, passent à l'action, en fait. C'est pas juste, OK, j'ai pris conscience que maintenant, il faut agir, et c'est un peu... Finalement, toutes les entreprises, normalement, ont une obligation de publier sur notamment de l'extra-financier qui prend de plus en plus d'importance dans l'ensemble des organisations. Il y a des obligations, notamment tout ce qui est ESG, environnemental, social et gouvernance, sur lesquelles on va évaluer les entreprises, qu'elles passent à des choses concrètes. Le numérique est quelque chose de très concret. C'est finalement le premier point d'interaction avec l'ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit leurs collaborateurs, ses clients, ses sous-traitants. Et donc finalement, si je ne suis pas exemplaire sur le numérique, qui a quand même des externalités négatives assez nombreuses sur mon extra-financier, ça pose souci. Et aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de passage à l'action. Mais le premier impact, on est bien d'accord, c'est d'abord les objets. Oui. C'est nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Donc, pour réduire cet impact, il faut faire quoi? Il faut promouvoir le reconditionnement à la seconde main. C'est peut-être le levier le plus important à actionner aujourd'hui auprès des entreprises, auprès des collectivités. La loi a changé, on le sait, mais c'est ça le plus important pour vous? La majeure partie de l'impact, c'est en effet lors de la fabrication des équipements. C'est ça. Donc, il faut allonger la durée de vie des équipements. Ça nécessite plusieurs choses. Un, c'est de penser à acheter du recyclé quand on le peut, du reconditionné, et puis à donner des secondes vies, etc. Donc il faut d'ailleurs accélérer sur la filière. Aujourd'hui, le gros problème, c'est pas tellement les places de marché pour acheter du reconditionné, c'est que la filière de reconditionné, c'est beaucoup de petits acteurs. Donc ça, il faut accélérer cette filière-là. Donc ça, il y a des choses qui ont été lancées. Mais la deuxième chose, c'est que si vous avez un équipement qui est ancien, mais si les services numériques sont de plus en plus lourds, en fait, le problème, c'est que ça ne marchera pas. Et donc aujourd'hui, si l'ensemble des organisations ne fait pas d'éco-conception, ça ne marche pas. Moi, je prends un exemple. Dans notre organisation, nous n'avons que du matériel recyclé. Moi, le premier, j'ai un PC de 2013. Avec certaines applications numériques, j'y arrive plus. Parce que je ne peux pas faire de montée de version parce que mon PC n'est pas assez puissant. Et comme on n'arrête pas d'alourdir les applications, voilà. Donc en fait, c'est un levier qui est obligatoire pour allonger la durée de vie des équipements. Il est cœur. Si on ne traite pas le sujet de l'éco-conception de services numériques, on n'y arrivera pas. Sur la question de la formation, à la fois une question générale et peut-être ensuite au sein du groupe La Poste, ça veut dire que vous avez dû former, il faut former les collaborateurs au numérique responsable. C'est une idée que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément? Oui, parce que je pense déjà que d'une manière générale, il y a de l'appétence. Vous voyez bien que le sujet quand même est en ébullition depuis, je dirais, 2-3 ans, Frédéric, à peu près. Je pense que tu vois ça aussi comme ça. Donc il y a des demandes. Il y a des demandes de nos collaborateurs et puis je pense aussi qu'il y a des demandes de nos clients. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que finalement on puisse faire le lien entre ce que doit être l'entreprise et ce que veulent nos clients.
Et donc, le numérique responsable, c'est quand même un outil aujourd'hui différenciant, déjà. Et donc, les formations, ça passe... Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas encore toutes très techniques, en tout cas sur les besoins techniques que l'on a dans la partie informatique. Mais il faut régulièrement sensibiliser, oui, tout le temps. En fait. Et toujours sur cette formation, en fait, il faut apprendre le code vert, c'est ça non, mais pas que. Pas que, ça suffit pas. Ah non, parce que en fait, quand on réfléchit sur la conception responsable, c'est là où justement les choses ont évolué, c'est qu'on n'est plus uniquement dans le développement, c'est-à-dire dans ce que font nos informaticiens pour développer et mettre en place un applicatif, c'est bien aussi travailler à la conception responsable, c'est-à-dire de l'expression de besoin du client en pensant jusqu'à sa fin de vie. Et là, on est dans une logique où, finalement, on va passer toutes les briques les unes après les autres, que ce soit l'architecture, l'accessibilité numérique, l'éthique s'il y a de l'IA, etc., etc. Donc, c'est vraiment un concept beaucoup plus global. Sur la formation des futurs, des futurs codeurs, je vais employer ce terme-là, comment expliquez-vous que les écoles le fassent pas, et pas intégrer cette dimension aujourd'hui? Parce que c'est une génération qui est très demandeuse de transition écologique, qui a cet engagement. Ça met du temps, en fait. L'éducation nationale, c'est quand même un mammouth. Ça bouge, je suis désolé, mais voilà. Non, mais il faut dire les choses. Donc, ça met du temps, trop de temps, en fait. C'est un vrai problème. Et en plus, le pire, c'est que les étudiants sont demandeurs. C'est ça qui est incroyable. C'est que, et il y a des écoles qui ont commencé à nous contacter, etc., pour réfléchir à un programme. Mais vous voyez bien qu'elles commencent à réfléchir et que ça sera en place, peut-être dans 2 ans, officiellement, dans leur programme. Et donc, avant que ces étudiants-là sortent formés, en gros, c'est d'ici 5 ans, on commencera réellement à avoir des gens qui sortent d'école et qui ont été formés à ces sujets-là. Donc, c'est un problème. Oui, on va trop lentement, ça c'est certain. Merci beaucoup. Je vous conseille la lecture de ce guide 40 mots pour un numérique responsable. C'est aux éditions Contente. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, des lieux de vie et une appli pour créer du lien social.